Isso é pra te levar me ler, pra te lembrar do Badawi, pra te lembrar de lá. Isso é pra te levar no meu terreiro, pra te levar no candomblé, pra te levar no altar. Isso é pra te levar na fé, pois Deus é brasileiro. Muito obrigado, axé. Muito obrigado, axé. Muito obrigado, axé. Me ilumina, mirim, orumilá, na estrada que vem a cotar. É uma lei, quem tem santo é quem tem. Quanto mais pra quem tem ouro, missão e paz. Quanto mais pra quem tem ideais e os orixás. Quanto mais pra quem tem ouro, missão e paz. Quanto mais pra quem tem ideais e os orixás. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz a festa. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz um samba, tum tum tum. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, traz orquestra. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz a festa. Voilà. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça va venir m'attendre sur mes chiens. Voilà, j'ai dû faire une petite sieste parce que normalement j'étais un peu crevé et Internet était coupé de toute façon. Donc alors, je vous rappelle les règles. Vous pouvez venir à n'importe quel moment sur StreamYard. Pourquoi ? Ça va vous permettre, quand vous venez sur StreamYard, de poser votre question. Quand vous n'avez pas de questions, eh bien, vous pouvez rester sur YouTube. Okay ? Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup sur StreamYard. Ça ralentit ma connexion et après, ça googleise. Ça microsoftise. Voilà. Alors, je vais pour même pouvoir suivre vos questions sur le groupe WhatsApp. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser ici sur YouTube ou vous pouvez aussi les poser sur le groupe WhatsApp. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc, je vais avoir les deux l'un à côté de l'autre. Voilà. Alors, je rappelle aussi un certain nombre de règles générales. Maxime, tu m'envoies beaucoup de messages. C'est-à-dire que si tout le monde m'envoie autant de messages que Maxime, j'y arrive plus. Voilà. Donc, si vous avez des messages qui sont des questions d'intérêt général, il vaut mieux les poser sur le groupe. Par contre, si vous avez des messages qui vous concernent vous personnellement, et si c'est court, il faut les envoyer à moi. Mais si c'est complexe, il vaut mieux me demander un rendez-vous. Voilà, vous l'aurez à 10-15 jours. Si c'est très, très urgent, vous me le dites à ce moment-là. On fait ça un lundi. Parce que généralement, le lundi, normalement, je travaille pas. Et bon, ça m'a, enfin, officiel. Bon, en réalité, je travaille toujours 7 jours sur 7. Voilà. Voilà, donc les amis, nous allons aujourd'hui parler des religions africaines. Alors, j'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle de Pierre Verger à Pascal Tréfinguy, un Français au pays des Français, au pays de Candomblé. Dans ce livre, vous allez trouver un résumé de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. D'ailleurs, je vais sortir maintenant. Candomblé. Est-ce qu'il est là? Candomblé, voilà. Donc, je vais vous le mettre tout de suite sur le groupe WhatsApp. S'il veut bien s'ouvrir, voilà. Alors, voilà. Alors, désormais, vous allez avoir un nouveau site internet pour le temple. Donc, on attend que l'informaticien arrive. Il arrive le 11. Ça va se mettre en place d'ici la fin du mois. Je vais peut-être regarder mon micro, voir s'il est bien positionné. Pourquoi ? Parce qu'on a Wellstone qui prend le secrétariat à plein temps. Donc, vous allez pouvoir écrire à Monseigneur. Il va pouvoir vous répondre, s'il le souhaite. Essayez de faire des messages qui sont de moins de 20 lignes. N'oubliez pas qu'il ne parle pas super bien français, il est en train de l'apprendre, donc il va utiliser un traducteur et je vais passer derrière. Donc vous pouvez envoyer des messages à Monseigneur. Maxime, c'est pas 15 messages par jour, hein. C'est un message à Monseigneur qu'on peut lui envoyer. C'est limité à un message par personne, voire 2, mais il ne faut pas tomber dans l'excès. Hein. Voilà, n'oubliez pas que nous, on est des bénévoles, on ne gagne rien
à faire ce qu'on fait. Au contraire, on dépense de l'argent. Moi, je dépense de l'argent tous les jours. Je dépense environ 15 000 € par mois de mon argent personnel pour faire fonctionner les infrastructures ici, le temple, etc., payer les gens, payer le matériel, aider les indigènes, etc. Voilà. Et que l'astrologie, ça rentre environ 2500 € par mois. Donc la différence, c'est pour ma pomme. Les cours, ils sont redirigés en règle générale vers les indigènes. Donc en règle générale, j'en suis pour 10, 12, 13 000 € par mois de ma pomme. Voilà. Donc, ça ne durera pas non plus ad vitam aeternam, parce que j'ai pas non plus des ressources illimitées, mais enfin, pour le moment, ça va. Comme je reçois un salaire qui est confortable. Tiens, on a Nicolas avec nous, Art du Soin. Salut Nicolas, ça va? On a Sandra, Fanny, etc. Les habitués. Voilà. Donc, voilà. Alors, toujours pareil, un enseignant spirituel, il est là pour donner un enseignement spirituel et des influences spirituelles. Il n'est pas là pour donner de la sécurité matérielle, il n'est pas là pour donner de la sécurité affective. Qui donne de la sécurité affective et matérielle, c'est les étudiants. C'est pareil avec Monseigneur, entrez. Il n'est pas là pour vous donner de l'argent, il n'est pas là pour vous donner de l'affection. Au contraire, c'est vous qui allez l'entretenir et vous allez lui donner de l'affection. Et en échange, eh bien, il va s'occuper de vous d'un point de vue spirituel et d'un point de vue politique. Voilà, c'est la règle. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand on inverse le propos, c'est-à-dire quand on se met à vouloir de l'enseignant spirituel ou d'un homme politique de l'affection et de la sécurité matérielle, eh qu'est-ce qui va se passer? On rentre dans une stratégie de mensonge, de désappropriation et de risque criminel. C'est exactement ce qui se passe actuellement avec la République. Et ça, nos traditions spirituelles, elles nous ont toutes mis en garde sur ce processus. Toutes nos traditions spirituelles, elles ont valorisé un système à deux jambes. Une jambe spirituelle et une jambe temporelle. C'est-à-dire que la spiritualité, c'est bien, mais il faut qu'elle ait un cadre matériel d'expression. La matérialité, c'est bien, c'est agréable d'avoir une belle voiture, une belle maison, des beaux enfants, une belle femme, etc., etc. Mais sans spiritualité, il est fort à parier que ça dure pas très longtemps. Parce que ce qui n'est pas basé sur du spirituel ne dure pas très longtemps. Le monde spirituel, c'est un monde éternel. Ad vitam aeternam. Et le monde matériel, c'est un monde cyclique. Voilà. De toute façon, même si vous avez une belle voiture, elle finira par devenir vieille. Si vous avez une belle femme, elle finira par devenir ch'tonne. Si vous avez des beaux enfants, ils finiront par devenir vieux ou malades, etc., ou désobéissants, et votre maison finira par s'écrouler, votre voiture finira par tomber en panne. Donc, on voit bien que on est dans le monde de l'impermanence, ça dure pas très longtemps, et qu'il faut faire des efforts constants pour entretenir la voiture, qu'elle tombe pas en panne, voire en racheter une autre quand elle est plus réparable. Et ensuite, pareil avec la maison, il faut entretenir sa maison. Quand on n'entretient pas ses voitures, elles tombent en panne. Quand on n'entretient pas sa maison, elle nous tombe sur la tête. Voilà. C'est vrai c'est tentant de se mettre avec une bouteille de pinard et un cigare au bord de la piscine, en attendant que ça passe au frais des autres. Voilà, ça, c'est toujours possible. Mais ça marche pas comme ça. Et surtout, c'est très frustrant. Et on crée une impression illusoire de sécurité. Il n'y a pas de sécurité dans la matérialité. La matérialité, elle doit être là pour nous rendre libres. C'est-à-dire que votre argent, il doit vous rendre libre de faire ce que vous voulez. Si vous cherchez de la sécurité dans l'argent, vous n'en trouverez pas. Vous allez vous enfermer, vous allez tomber malade, devenir pingre, avoir peur que votre argent vous échappe, etc. Donc l'argent, il donne de la liberté, mais il donne pas de la sécurité. La spiritualité, elle nous donne énormément de sécurité, parce qu'on est dans la sécurité divine, et elle nous donne peu de liberté, parce qu'en réalité, Dieu nous fixe des règles et on est tenu de respecter ces règles. Autrefois, toutes les traditions spirituelles, elles ont tenu compte de ces deux aspects. Alors, voilà, je crois qu'au niveau administratif, au niveau des mises en garde et de ce qui se passe au niveau du temps, moi je suis toujours très transparent ce qui se passe ici, on a régulièrement de très graves problèmes avec les administrateurs. Plus ils restent et plus on a de problèmes. En règle générale, ça se tient un peu bien, à peu près 3 mois. Au bout de 3 mois, les gens se font psychotroner, se font hacker, et comme ils n'ont pas réglé leur conflit intérieur, ça commence à partir en couille. C'est dû au fait que la spiritualité nous fait travailler sur nos tendances profondes, et que la psychotronique, elle amplifie nos tendances profondes. Voilà. Donc, les amis, nous allons commencer maintenant ce cours. Donc, bienvenue dans ce cours où nous allons parler finalement de gnose africaine. Et comment cette gnose africaine, elle est vraiment très importante pour nous,
parce que les analyses génétiques et les recherches archéologiques montrent que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est en Afrique, on rencontre une très grande diversité génétique chez les personnes. Par contre, quand on va en Chine, on a très peu de diversité génétique entre les Chinois. Ça vous explique que quand la Covid, par exemple, une maladie arrive comme le SRAS-CoV, la Covid, etc., que ce soit des maladies naturelles ou des maladies en boîte, elles font beaucoup plus de dégâts chez des peuples où il y a une très grande proximité génétique que chez les peuples africains. Notamment dans l'Himalaya, on a ce qu'on appelle le goulot génétique. C'est un goulot qui a eu lieu il y a environ 5000 ans avant Jésus-Christ, et qui se résume à 3 individus. Donc ces 3 individus, leur génétique, elle est à l'origine de la plupart des gens de l'hémisphère nord. Vous imaginez. Au niveau des femmes, c'est 3 individus masculins. Au niveau des femmes, c'est 7 femmes pour toute l'humanité, dans notre ADN mitochondrial. Donc vous voyez comment on est véritablement des frères et des sœurs. Donc, dans ce contexte-là, c'est intéressant pour nous de s'intéresser à l'Afrique, de s'intéresser aux religions africaines. Pourquoi? Parce que quand on veut découvrir la vérité, il faut partir en sens inverse de ce que nous dit le monde occidental. Alors, qu'est-ce que nous dit le monde occidental? Le monde occidental nous dit l'Afrique, c'est pas des civilisés, ils n'ont pas de civilisation, ils sont jamais rentrés dans l'histoire, c'est des sauvages. Ils sont arriérés techniquement, ils sont arriérés intellectuellement, matériellement et spirituellement. Il s'y passe rien, il n'y a jamais eu de civilisation, les gens sont bêtes. C'est bon goût dans la case en tapant sur des bambous. Et c'est des cannibales et Gros Mamadou qui a 14 femmes. Voilà. Grosso modo, c'est le cliché colonial extrêmement dévalorisant pour les Africains, avec une infériorisation des Africains qui sont présentés comme une race inférieure. Donc à partir du moment où le monde occidental, khazaroïdomite nous présente ça, c'est que c'est exactement l'inverse. Voilà. Quand Sarkozy dit à Dakar, il est temps que l'homme africain rentre dans l'histoire, il faut comprendre, il est temps que Nicolas Sarkozy et les Amorites sortent de l'histoire, en particulier de l'histoire de l'Afrique. Il faut toujours interpréter à l'envers. Okay? C'est comme quand le porte-parole Guillaume Vernet, du chef d'état-major des armées en France, dit Pascal Treffinguy n'est pas un haut gradé, n'appartient pas à l'armée. En réalité, il parle de lui. Il n'est pas un haut gradé, il n'appartient pas à l'armée. Il appartient à un groupe de mercenaires au service des Rothschild qui ont créé la société commerciale France République. Donc, c'est un truc qui est hallucinant, mais vraiment qui est hallucinant, c'est quand on réalise le niveau d'inversion satanique de ces gens. Ces gens voient le monde à l'envers. Ils le voient en, c'est comme dans la chanson, j'aurais voulu avoir l'air triste, j'aurais voulu être un artiste, je vois le monde en d'une tour d'où je vois le monde à l'envers. Ces gens-là, ils sont en haut d'une tour et ils voient le monde à l'envers. Voilà. Donc, quand les Amorites nous disent une chose, c'est très pratique pour nous parce qu'il faut comprendre exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand on nous dit les Africains sont des singes, c'est le contraire. C'est-à-dire que les Africains sont les meilleurs hommes. D'abord, souvent, ils sont les plus beaux. Chez moi, je suis avec un Africain qui est très beau. Si vous regardez le physique, par exemple, d'un Africain, les Africains ont une génétique qui font que ils sont plus beaux, ils sont plus athlétiques, ils sont plus beaux, ils ont plus grand sexe, ils sont plus élancés, ils sont plus résistants physiquement, ils courent plus vite, etc. Ils ont des aptitudes physiques qui sont bien au-delà de ce que peut faire un Chinois, un Indien ou un Français. Okay? Donc, quand on nous dit les Africains sont inférieurs d'un point de vue racial, c'est faux. Ils sont supérieurs d'un point de vue racial. Ils sont beaucoup plus humains que leurs descendants de l'hémisphère nord, qui eux ont une très faible variété génétique, qui sont très consanguins et donc qui sont très esquintés et qui sont peu adaptables à leur environnement. Autre chose qu'on nous dit aussi, les Africains s'adaptent nulle part, c'est faux. C'est-à-dire qu'ils ont une génétique qui est tellement forte, ils ont une plasticité génétique qui est tellement forte qu'au contraire, ils ont une capacité coloniale à coloniser le monde qui est extrêmement forte. C'est-à-dire que si vous prenez un Africain et que vous le mettez n'importe où dans le monde et que vous le croisez avec n'importe quelle race, ça donnera un Africain. Il faudra des générations avant que les caractéristiques génétiques des Africains s'estompent. C'est quelquefois 7 à 10 générations. Regardez par exemple aux Antilles.
les Africains qui ont été déportés aux Antilles, ou ici les Afro-Brésiliens, les Africains qui ont été déportés ici. Ici, ça fait 200 ans qu'ils ont été déportés et ils ont gardé toutes leurs caractéristiques génétiques. Même chez les mulâtres, chez les métis, ils ont de fortes particularités génétique. Et on voit bien qu'au contraire, c'est la génétique blanche et asiatique, eurasiatique, qui est extrêmement faible et extrêmement récessif. Donc, quand on nous dit, quand les Amorites nous disent les Africains sont une race inférieure, non, les Africains sont, du point de vue humain, les Africains sont une race supérieure. Donc, premier a priori qu'il faut s'enlever de la tête, si vous cherchez un vrai homme, vous n'allez pas le trouver chez un Chinois et vous n'allez pas le trouver chez un Vietnamien ou un Cambodgien ou un Belge ou un Anglais, vous allez plutôt le trouver chez un Congolais ou un Rwandais ou un Mauritanien. Voilà. C'est comme ça. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la science. Voilà. Donc, premier a priori, et ça va être très important si on veut comprendre les religions afro-brésiliennes et les religions africaines, c'est qu'il n'y a pas d'infériorité de l'homme noir. Il y a une supériorité de l'homme noir d'un point de vue génétique. Il y a une supériorité de l'homme noir dans sa capacité à s'adapter à n'importe quel climat. Allez par exemple en Norvège, vous allez voir, il y a des gens qui sont là depuis 2-3 générations africains, qui sont très bien adaptés au froid, etc. Amenez des Blancs au Congo, vous allez voir combien de temps ils vont vivre avec la malaria, etc. et les maladies endémiques de l'Afrique. Donc voilà encore des a priori qu'on doit détruire, c'est l'a priori de la race inférieure. Et ça a tellement été martelé par les Occidentaux, notamment par les nazis et le nationalisme européen, que c'est encore quand même très présent dans les mémoires. La première a priori, c'est l'a priori raciale, qui est faux, totalement faux. L'infériorité raciale africaine, l'infériorité génétique africaine, l'Africain proche du singe, c'est exactement le contraire. Un Chinois est beaucoup plus proche d'un singe, par exemple, ou un Vietnamien, dans son apparence et dans son comportement que l'est d'un Africain racé. Bon, il y a plusieurs types d'Africains, il y a les pygmées, il y a les pieds de marmite et il y a les bantous. Mais donc là, on a un a priori qui est terrible, qui est même affreux en réalité, de bêtises et d'inexactitudes scientifiques. Deuxième aspect, c'est de dire en Afrique, donc c'est l'aspect racial. Deuxième aspect, c'est l'aspect intelligence, de dire les Africains sont moins intelligents. Alors, en règle générale, quand on se base sur l'intelligence, on se base sur le coefficient intellectuel, c'est-à-dire sur la capacité à aligner des nombres et de raisonner en matière de nombres. Par contre, il y a un deuxième élément qui est le coefficient émotionnel. Donc, deuxième aspect, c'est l'aspect de l'infériorité intellectuelle des Africains, parce qu'on mesure le coefficient intellectuel. Alors, le coefficient intellectuel, c'est une des données. Une deuxième donnée, c'est le coefficient émotionnel. Et quand on regarde les statistiques du coefficient émotionnel, on s'aperçoit que les Africains ont un coefficient émotionnel qui est bien plus important que les autres races, entre guillemets, les autres groupes ethniques. Je préfère dire les groupes ethniques. Donc, deuxième chose, c'est l'infériorité soi-disant mentale des Africains. C'est le contraire. Les Africains ont généralement un coefficient émotionnel qui est bien supérieur, et le coefficient intellectuel, c'est la capacité à vivre en société, à avoir de l'empathie pour les autres, à comprendre la nature, l'environnement, etc., et à gérer sa vie émotionnelle. Donc on voit qu'on a là un a priori qui est absolument faux, c'est l'infériorité du mental des Africains. Et c'est exactement le contraire. Au contraire, ils ont un mental qui est beaucoup plus équilibré que les Occidentaux. Il est vrai que les Occidentaux ont une forte capacité au calcul, en particulier les Eurasiatiques, les Asiatiques, mais par contre, ils ont des difficultés à exprimer leurs émotions et en avoir. Regardez les Chinois, en règle générale, ils sont assez peu expressifs, ils ont un coefficient émotionnel qui est extrêmement bas. Donc les Asiatiques, les Chinois par exemple, ont un coefficient intellectuel très élevé, un coefficient émotionnel très bas. Les Africains, ils ont un coefficient intellectuel qui est le plus bas et ils ont un coefficient émotionnel qui est le plus haut. Pourquoi? Parce que c'est lié au contexte. En Afrique, on est dans un contexte d'abondance totale. C'est-à-dire que si vous vivez dans un pays comme ici, par exemple, moi, ça m'est arrivé des fois de pas avoir envie de sortir de la maison pour faire des courses ni d'appeler un Uber Eats. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais dans le jardin et s'il y a des mangues, il y a des papayes, il y a tout qui pousse, c'est-à-dire en
il y a comme on a en français, des fruits de la passion, etc. Il y a des avocatiers, il y a des palmiers, ça me peut arrive de couper un palmier pour avoir le cœur. Donc, en l'espace de 15 minutes, j'ai 15 kilos de fruits. Et quand on vit dans un pays où on a tout en abondance, on n'a pas envie de calculer. En Chine, on vit des saisons très chaudes, des saisons très froides, des saisons de mousson, etc. Où il n'y a pas d'abondance en réalité. On est dans un climat qui est dans une économie naturelle qui est assez avare. Mais on est porté à compter, administrer, etc. Donc, on développe des capacités de comptage. Par contre, on minimise ses capacités émotionnelles parce que si on fait des économies, tout ça, on place de l'argent et qu'on se laisse émouvoir par le premier venu, on va lui refiler le fruit de son travail. Donc, on est comme dans la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouve fort dépourvue lorsque la brise fut venue. Voilà. Et donc, on minimise son coefficient émotionnel. Donc, on ne peut pas parler d'une infériorité mentale des peuples africains. Le contexte de l'Afrique fait que les Africains ont un très haut coefficient émotionnel et un coefficient intellectuel qui est plus bas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes, ça veut dire qu'ils se sont adaptés à leur environnement. D'ailleurs, quand on amène des Africains dans un contexte hautement compétitif d'un point de vue intellectuel, on s'aperçoit qu'au contraire, ils sont très performants. Par exemple, il y a des tas de choses qu'on pense qui ont été inventées par des Occidentaux, mais Pathé Marconi, par exemple, son assistant était africain. L'inventeur du microscope, c'est un Africain et c'est l'homme avec qui il travaillait qui a pris le brevet. Et les Afro-Américains, par exemple, ont une immense contribution à la science américaine, sauf qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'on a une idéologie raciale qui est basée sur la certitude de l'infériorité des peuples africains. Alors, on va voir d'un point de vue matériel, si on a vu qu'il n'y avait pas d'infériorité raciale, on avait vu qu'il n'y a pas d'infériorité mentale et psychologique, au contraire, on est supérieur racialement, on est supérieur psychologiquement, on va voir si on est inférieur ou supérieur d'un point de vue matériel en Afrique. Alors longtemps, on a pensé qu'en Afrique, il n'y avait pas de civilisation, il n'y avait pas eu de civilisation. Pourquoi ? Parce que lorsque les Occidentaux sont arrivés au XVIIIe siècle et au XIXe siècle en Afrique, ils ont détruit toutes les civilisations existantes, c'est ce qu'on appelle un culturocide, et ils ont tué des gens, génocide, culturocide, et ils ont détruit la nature, donc un écocide. Donc on a véritablement une espèce de rouleau compresseur qui est arrivé comme ça, qui a tout détruit, les gens, les civilisations, les cultures, qui a embarqué ce qui était intéressant. Rien qu'au Congo, les Belges ont tué 14 millions de Congolais. 14 millions de Congolais au Congo dit belge ont été réduits en esclavage et tués. Alors il y a même des trucs délirants, c'est-à-dire quand les Belges sont arrivés et ils ont demandé, en regardant la nature, il y avait ce majestueux fleuve qui passait, et ils ont demandé comment ça s'appelle ici. Et alors les Africains, puisqu'ils désignaient le fleuve, ont dit Congo. Congo, ça veut dire fleuve dans le dialecte local. Ici, c'est encore pire. Oui, Léopold II, franc-maçon, oui, Maxime. Ici, c'est encore pire, au Guatemala. C'est-à-dire, quand les Espagnols sont arrivés, ils ont demandé comment s'appelle le pays. Et les Guatémaltèques ont dit Guatemala. Guaté, c'est la langue. Guat. Et Mala, mauvais. T'as une mauvaise langue, on ne comprend pas. Et ils ont appelé ça le Guatemala. Ici, ça fait beaucoup rire les indigènes ici, qu'on les appelle les Indiens. Parce que il dit déjà quand ils sont arrivés, ils cherchaient l'Inde, ils sont arrivés ici, ils nous ont pris pour des Indiens. Donc déjà, il y avait une mésentente dès le début. Ils sont pas arrivés au bon endroit, ils n'ont pas rencontré les bonnes personnes. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une infériorité de l'Afrique du point de vue des civilisations ? Non. Et ça, on en a la preuve historique. Alors, on a une preuve qui est assez récente, qui date de 5000 ans, qui est la civilisation égyptienne. La civilisation égyptienne, elle a commencé au Soudan. Et elle a remonté le Nil, et cette civilisation, elle a été créée par des hommes noirs. Regardez le film Pyramide K2000 et K2019 voilà, de Femi, et vous verrez que, eh bien, avec le climat de l'Afrique, ont construit ces majestueuses pyramides. Alors c'est vrai qu'il y avait une civilisation avant eux
qui avait déjà posé les bases des constructions pyramidales, etc., qui était une civilisation antédiluvienne. Les survivants de cette civilisation ont traversé tout l'Atlas et l'Afrique du Nord. Ils ont laissé des noms de toponymie de lieux qui sont assez caractéristiques. Ce qu'il en reste, c'est l'actuel peuple des Amazighs, c'est-à-dire les Kabyles. Et ils ont créé la première civilisation égyptienne, très certainement celle du Sphinx et des grandes pyramides. Par la suite, il est fort possible que la civilisation noire du Soudan ait hérité de cette technologie, de cette influence, et reconstruit une deuxième civilisation égyptienne. On est quand même dans l'incertitude d'un point de vue archéologique, mais il y a un certain nombre de preuves, d'orientation des bâtiments, etc., et surtout à travers la langue kabyle, et puis un certain nombre de connaissances qui étaient détenues par les habitants des Açores, qui ont tendance à nous montrer qu'on avait autrefois une civilisation mondiale, et que cette civilisation mondiale, elle était noire. Okay. Notamment, on trouve des choses très intéressantes en Australie, puisqu'on trouve le passage en Australie d'Égyptiens, donc environ 2000 ans avant Jésus-Christ, qui sont passés en Australie en naviguant et qui ont laissé des hiéroglyphes. On a aussi le cas, je ne sais plus si c'est les Toltecs ou les Olmecs ici, qui sont un foyer de colonisation africain et qui ont laissé ces espèces de belles têtes de noirs, là, on dirait vous savez, les têtes de nègres, les bonbons, toutes rondes, avec des belles lèvres lipues, comme ça, des grands yeux, des crânes bien ronds, comme ça, qu'on trouve ici en Mésoamérique, en Amérique centrale. Donc, quand on continue les investigations, on trouve de très brillantes civilisations en Afrique, notamment en Afrique du Sud. On trouve quelque chose d'assez curieux, très intéressant. D'abord à Madagascar, qui a une culture mégalithique qui est très ancienne, mais en Amérique du Sud, on a trouvé des choses absolument surprenantes. On a trouvé des cromlechs, c'est-à-dire des édifices de pierre orientés qui servaient de calendrier et de lieux rituels, qui ont 140 000 ans. Et il y en a des milliers. On s'aperçoit aussi que, contrairement à ce qu'on pensait jusqu'à présent, on pensait que l'agriculture était apparue dans le triangle fertile en Mésopotamie, avec des peuples métis. L'agriculture, en réalité, arrivée en Afrique 130 000 ans plus tôt que ce qu'on y pensait. Notamment, on a trouvé dans ces sites mégalithiques en Afrique des céréales torréfiées qui se gardent très longtemps. C'est-à-dire que déjà, on faisait de la bière, on faisait du café, etc. Et on a tout un réseau de pierres, de murs de pierre qui permettaient de garder le bétail et les champs à l'abri des prédateurs. Donc, on voit que ça fonctionne en cercle. Voilà, donc il y a des couloirs comme ça qui permettent de circuler, des murs de pierre, et puis il y a des fermes avec plusieurs enceintes, des enceintes pour les animaux, des enceintes pour l'agriculture, etc. Et ça a 140 000 ans, avec donc des structures mégalithiques avec des pierres dressées. Il y a aussi des structures en bois, mais elles ont disparu, qui montrent qu'il y avait des calendriers. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que en regardant la structure de ces lieux, on arrive à les dater. C'est comme ça qu'on est arrivé à comprendre qu'ils correspondaient à des phénomènes astrologiques, astronomiques. Qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est la salsa du démon. C'est l'heure. C'était tellement calme. Bon. Alors, ouais. Donc, on s'aperçoit qu'on vit dans un bon sonde. On nous dit que les Africains sont inférieurs d'un point de vue racial, c'est faux. On nous dit qu'ils sont inférieurs d'un point de vue mental, c'est faux. On nous dit qu'ils sont inférieurs d'un point de vue civilisationnel et qu'ils ne sont jamais rentrés dans l'histoire, c'est faux. Voilà. Donc, on vit quand même avec des gens qui ont un sacré culot, qui nous mentent comme des arracheurs de dents et qui ont tendance à tout faire remonter à un seul lieu qui, pour eux, est le centre du centre et de tous les centres, c'est la civilisation amorite de Mésopotamie, qui pour eux est le commencement de tout, parce qu'en réalité, parce qu'ils sont des francs-maçons, ils ont tendance à tout faire remonter à la tour de Babel et à Nimrod, le petit-fils de Cham. Donc on vit dans un mensonge historique, et ce mensonge historique, il est perpétré par les Amorites et il est au service des Amorites. Donc, pour beaucoup de personnes, ce que je dis est extrêmement choquant. Voilà. Parce que ça va à l'inverse de ce qu'on pense
Erkan. Nix. Qu'est-ce que c'est ça? Viens, ma petite chérie, viens. Viens avec papa. C'est de débile aujourd'hui. Non. Excusez-moi. Non. C'est trop, là. Oh, un bébé, hein. Non. Voilà, excusez-moi. Donc, on coupera au montage. Donc, on vit dans un mensonge. On vit dans un mensonge total. Ce mensonge, il est infériorisant pour les Africains et il permet de faire durer une situation qui est une situation de pillage de la génétique africaine, une situation de pillage des intelligences africaines et une situation de pillage des ressources et des traces archéologiques africaines. Je vous invite à aller voir le musée Jacques Chirac sur le quai Branly. Ça s'invente pas. J'ai le président qui a branlé pendant 2 septennats, qui a un musée quai Branly. Ça lui va comme un gant. Et vous allez voir les traces de ces civilisations africaines. Voilà. Donc, il faut aller en sens inverse. Ça vous explique aussi des éléments de ma vie privée. Pourquoi, depuis des années, j'ai eu plusieurs compagnons qui étaient des Afro-Brésiliens ou des Africains. Pourquoi j'aime la culture africaine, pourquoi j'ai pratiqué les religions afro-brésiliennes. Je vous explique tout ça dans mon livre donc qui s'appelle Des Français au pays de Candomblé. Et j'étais pas le seul d'ailleurs à faire cette découverte. Donc nous avons au Brésil un journaliste très intéressant, alors pas très honnête quand même, qui s'appelle Pierre Verger. Et Pierre Verger, c'est un journaliste français. Il est homosexuel et il a consacré la seconde partie de sa vie au culte des Yoruba en Afrique et au Brésil. Et en réalité, on a un truc assez incroyable, c'est qu'on a un flux permanent d'universitaires français, qui souvent ne sont pas d'origine africaine d'ailleurs, qui viennent soutenir des thèses de doctorat au Brésil et en règle générale en Afrique du Sud sur les religions afro-brésiliennes et sur les religions africaines. Ici, ces religions africaines, elles sont extrêmement valorisées au Brésil, alors qu'elles sont extrêmement dévalorisées en Europe, associées à la magie noire. Alors, c'est des nègres qui tapent sur des bambous, hein, et ils tapent sur des bambous et c'est numéro 1, Tahiti, vaudou. Voilà. C'est associé au vaudou, à la magie noire, à la méchanceté. Voilà. Et donc avec à chaque fois une infériorisation génétique, psychologique et matérielle des Africains. Donc ça vous explique aussi ma vie privée, pourquoi je préfère partager ma vie avec des Africains ou avec des Afro-Brésiliens. D'abord parce que je les trouve plus beaux, ensuite je les trouve plus intelligents et ensuite je les trouve plus agréables à vivre au quotidien parce qu'ils ont des capacités, une richesse dans leur expression de leurs sentiments. Ils ont une richesse dans leurs sentiments, leur capacité émotionnelle, leur capacité à prendre soin des autres que je trouve ni chez les Asiatiques, ni chez les Blancs. J'ai eu plusieurs relations hommes comme femmes avec des Asiatiques, avec des Eurasiatiques, on va dire, et j'ai beaucoup de difficultés parce que je suis quelqu'un d'extrêmement sentimental et d'extrêmement émotionnel. J'ai dû beaucoup travailler mon intellectualité parce que j'ai un coefficient émotionnel qui est beaucoup plus élevé que mon coefficient intellectuel. Et donc, bien que j'ai un coefficient intellectuel qui est assez élevé, mais j'ai un coefficient émotionnel qui est très haut. Et donc, je me sens plus en accord avec des Africains et avec la culture africaine. Alors, il est vrai que je me reprends dans la gueule assez régulièrement. C'est le vieux blanc qui veut une bite de bamboula dans le cul. C'est le vieux blanc passif qui veut une bite de bamboula dans le cul. On est dans le cliché. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par les services de psychotronique. Il y a là des petits péteux blancs avec des petits pénis qui n'ont rien compris à l'amour, qui n'ont rien compris à l'histoire. Et qui voient toujours dans une relation avec un homme que la sodomie et dans la sodomie un aspect d'humiliation, ce qui n'est pas le cas. Dans les religions, dans les civilisations africaines,
C'est pas tellement la civilisation égyptienne qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est la civilisation Mourouda, qui veut dire en arabe rusé. Voilà. Alors, ce qualificatif de Mourouda ou Yoruba, faut savoir que les Algériens, par exemple, on a à peu près 25% de sang Yoruba. C'est sans doute ce qui m'a amené d'ailleurs à redécouvrir cette culture qui est une partie de mes racines. Plus généralement, on appelle ces gens-là s'appellent eux-mêmes le royaume d'Oyo, et ils ont le souvenir d'un de leurs ancêtres qui était un empereur, qui était l'empereur Shango. Okay. Donc, on vient de déblayer la plupart des a priori qu'on a sur cette question, et évidemment, on se fait insulter. Moi, je me fais insulter au quotidien, je le dis encore. Les Africains se font insulter dans leur génétique, dans leur histoire, dans leur psychologie. Ça permet de passer ce continent qui est gigantesque, hein, parce que dans l'Afrique, vous rentrez les États-Unis, la Russie, la Chine et le Brésil. Donc c'est gigantesque, l'Afrique. Avec pas beaucoup de personnes, c'est 1,5 milliard de personnes. Donc ça permet, quand on a une force militaire et quand on a un argument d'infériorisation des Africains, d'arriver là, de martyriser la population, de lui voler ses ressources, de falsifier son histoire, parce qu'on ne transforme pas des gens forts génétiquement, forts d'un point de vue mental et qui ont créé de grandes civilisations en esclaves du jour au lendemain. Pour ça, il faut avoir des arguments, et des arguments d'infériorisation raciale, d'infériorisation psychologique et d'infériorisation technologique et matérielle. En règle générale, quand on parle des religions africaines, on pense surtout au culte Yoruba, donc du Nigeria, du Bénin et du Togo. Au Brésil, on a trois religions, le Vodum, qui est le culte des ancêtres, le Candomblé et l'Umbanda. Le Candomblé, c'est plus spécifique du Nord-Est et l'Umbanda plutôt de Rio de Janeiro parce qu'il y a un mélange avec les traditions indigènes d'ici. Le Candomblé, l'Umbanda, il est généralement présenté comme un culte brésilien issu de la religion des Yoruba, donc cette ethnie de la côte ouest de l'Afrique, du Togo au Nigeria, en passant par le Bénin. Il a été importé en Amérique du Sud par les esclaves noirs, dont la plupart des individus de ces esclaves noirs n'étaient pas des gens du peuple, mais c'était des gens qui étaient du clergé, issus de la noblesse et un petit peu du clergé africain. Donc, lorsqu'on s'intéresse à la migration de cette culture africaine, ici, et de ces cultures afro-brésiliennes ici, c'est intéressant de les comparer à ces religions-là dans l'ouest de l'Afrique. Donc, c'est le travail que j'ai fait dans mon livre, qui s'appelle Un Français au pays de Candomblé. C'est de voir justement quelle est la culture africaine originale, comment cette culture africaine originale d'Afrique de l'Ouest, elle a été modifiée par 3 vagues successives de cultes sémitiques, d'abord par les Bantous, qui sont les descendants des Hébreux qui étaient en Égypte. Ensuite, les musulmans qui ont colonisé le nord de l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest. Et ensuite, les chrétiens avec la colonisation édomite de la République française et de l'Empire britannique. On va se calmer, ça va se calmer. Ça ne dure jamais très longtemps. Voilà, donc quand ces religions sont arrivées ici, donc moi, mon travail, ça a été de voir quelle était la religion africaine originelle, comment elle a été influencée par le culte bantou, le culte musulman et ensuite le culte chrétien, protestant et catholique, qui ont modifié les croyances existantes au Nigeria, au Bénin et au Togo. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en réalité, on est dans un paradoxe historique qui est exactement le même qu'en Palestine. C'est-à-dire en Palestine, vous avez des Polonais, des Russes, des Allemands qui sont des Khazars, des descendants de Cham et des Aborites, qui arrivent là et qui tuent
et dépossèdent les descendants d'Abraham pour leur piquer leur terre en se prétendant être juifs. Eh bien, on a eu exactement la même chose avec les Khazars du Portugal. Ces Khazars du Portugal, c'est eux qui ont organisé la déportation des gens d'Afrique du Nord, enfin d'Afrique occidentale, des Yoruba, avec un argument biblique, c'est-à-dire dire, eh ben, ce sont des idolâtres, nous on est des sémites, eux ce sont des idolâtres, on va les déporter pour leur bien, on va détruire leur culte, détruire leur religion, on va tuer les peuples, on va déporter la noblesse parce que c'est elle qui est violente et qui possède les armes, on va la réduire en esclavage en Amérique du Nord pour fonder des familles. En Amérique du Sud, c'était une déportation à mort ici. On interdisait aux esclaves ici de se reproduire. Les esclaves n'avaient pas le droit de se reproduire. En règle générale, ils étaient castrés ici en arrivant et ils étaient amenés jusqu'à leur mort. Alors, les femmes qui voulaient avoir, qui étaient un peu libidineuses, se choisissaient des beaux spécimens. Et donc, on a eu des métis, en réalité. Voilà. D'ailleurs, il y a une expression brésilienne qui est assez incroyable, c'est que quand quelqu'un, une fois, par exemple, j'étais allé à la plage, j'étais vraiment doré. Donc, moi, je suis pas spécifiquement blanc, hein, je suis 50% arabe. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a dit, tiens, tu as la couleur du péché. J'ai dit, tiens, la couleur du péché, c'est quoi ça? Accord au pecado. Et en réalité, la couleur du péché, c'est quand la maîtresse s'est laissée séduire par son esclave noir, qu'elle a fait cocu son mari et que l'enfant qui sort est métis. Donc, vous voyez comment, dans des expressions quotidiennes, encore maintenant, il y a, et ça me fait pleurer hein, quand j'y pense, parce que j'ai aussi ces racines-là. Peut-être, si vous êtes originaire d'Algérie, sachez que 25 à 30% de vos gènes, c'est ces gènes Yoruba. Il y a en permanence, et c'est en pleurer, une détestation génétique, une détestation mentale, une détestation physique des Africains, en particulier de ces cultes de l'Afrique de l'Ouest, et une volonté, je vais dire nous, parce que je vais me mettre de leur côté, c'est vrai que j'appartiens à plusieurs communautés, on me reproche toujours de dire nous à plusieurs communautés, donc dans cette communauté à laquelle j'appartiens en partie, il y a une volonté de nous inférioriser en permanence, de nous mépriser, de nous esclavagiser, avec des arguments bibliques. Or, on s'aperçoit que ces arguments bibliques, ils sont faux. C'est-à-dire que les Juifs portugais qui se sont mis d'accord avec les Arabes noirs du Dahomey, notamment, c'est eux qui ont décidé de descendre sur le Nigeria, le Togo et le Bénin, d'attaquer ces populations africaines autochtones, au nom du Coran, au nom du Talmud, au nom de la Bible, avec l'autorisation du Vatican, de détruire ces civilisations qui étaient traitées d'idolâtres, d'anéantir leur culture, d'anéantir leur culte, d'anéantir les peuples, d'anéantir la culture, un ethnocide, un culturocide, même un écocide dans certains endroits, des génocides, et de déporter ces gens ici avec une déportation à mort. C'est à en pleurer hein, du sort qui a été réservé aux Africains. Une fois, j'étais dans un supermarché ici, et puis, sans faire exprès, j'ai bousculé un noir, un garçon noir, un afro-brésilien, je lui ai marché sur les pieds, je lui ai dit, oh, je lui ai dit, vraiment, je suis désolé, je suis confus, excusez-moi. Et il m'a dit, je n'accepte aucune excuse d'un blanc. Alors, je l'ai regardé, je l'ai chopé, je lui ai dit, le blanc que tu vois là, il a aussi du sang noir. Peut-être moins que toi, mais moi, au moins, j'ai pas du sang des Portugais, et notamment des Juifs qui t'ont déporté, des Khazars qui t'ont déporté, et ta génétique à toi, parce qu'elle est polluée par ce sang khazar, elle est certainement plus pourrie et criminelle que la mienne, et j'ai pas de leçon à recevoir de toi. Donc le garçon, il s'est un peu énervé. Donc du coup, je l'ai invité à lui expliquer les choses. Donc je l'ai invité dans un petit restaurant qu'il y avait à côté. J'ai déjeuné avec lui pendant 2 heures et je lui ai expliqué. Et je lui ai expliqué notamment que, il s'appelait Rodrigo, qui est un prénom portugais, mais il s'appelait Dos Santos. Et qu'en réalité, il s'appelait Dos Santos parce que c'était le nom des Juifs portugais qui l'avaient déporté. Da Silva, Dos Santos, Monteiro, etc. Et qu'en réalité, la colère qu'il avait à l'intérieur de lui, c'était très certainement une colère typique des Khazars et pas une colère qui était liée à la déportation des Africains.
Cet énorme bobard historique des Khazars, il a été dénoncé par plusieurs acteurs contemporains, auteurs contemporains, comme par exemple l'écrivain israélien Shlomo Sand ou le maître soufi dans l'islam Ira Mosei, qui l'ont fait dans leurs essais respectifs, Comment le peuple juif fut inventé et Jérusalem dans le Coran. On voit que ces soi-disant juifs, ainsi que les protestants européens, ont été les premiers, les principaux négriers, même si les catholiques ont fini par les rejoindre. C'est le cas. Le voisin a lâché ses chiens, donc ils nous font chier. Voilà, donc on est face à un immense mensonge historique, une immense falsification, qui est très pratique en réalité, parce que ça permet de sortir toutes les archéologies, les preuves archéologiques de l'Afrique, de les prendre, de les détruire. Ça permet d'inférioriser les gens psychologiquement pour les exploiter. Et ça permet aussi de mener toutes sortes d'expériences biologiques qui sont menées en Afrique, parce que l'argument, c'est les Africains baissent tout le temps, ce qui est faux. Ils baissent pas plus que les autres. C'est pas parce qu'on est africain, quand moi je vis avec un Afro-Brésilien, on baisse pas plus que les autres. C'est même plutôt moi qui suis demandeur que lui d'ailleurs. Voilà. Même si lui c'est un ancien professionnel, ce qui explique les choses d'ailleurs. Hein, voilà. Et donc il y a des a priori comme ça. Qui sont absolument absurdes. Il faut savoir qu'en Angleterre, au 19e siècle, dans les familles anglaises, il y avait 14 enfants. Trouver une famille de 14 enfants au Nigeria, ou au Togo, ou au Bénin. Les Africains connaissent les plantes abortives, etc., les plantes contraceptives, bien avant les Occidentaux. Donc, on s'aperçoit même qu'il n'y a jamais eu de boom démographique en Afrique, parce que ça va être des chiens khazars. Le voisin a 7 ou 8 chiens, tous plus bâtards et affreux les uns que les autres, de toutes les couleurs, et ils sont un peu psychotiques. Voilà. Donc, on est un peu triste quand on voit cette situation, parce que c'est une situation de falsification de l'histoire, une situation d'infériorisation psychologique et une situation d'exploitation génétique, où en fait, l'écosystème est vidé en Afrique, les brevets sont pris, les Africains ne peuvent plus utiliser leurs plantes traditionnelles. Il y a quelques années, il y avait les fameux poulets Ledoux en France qui ont été rachetés par une entreprise brésilienne, et les Français étaient très contents, avec des subventions européennes, de faire du poulet en France et de vendre ça sur le monde entier. Le problème, c'est que ces poulets-là, en France, ils étaient payés par le contribuable français, le contribuable européen. Ils arrivaient sur les marchés internationaux, on se retrouvait avec des poulets congelés à 1,50 € qui ont détruit l'agriculture africaine. Et souvent, on dit, l'Afrique, elle n'arrive pas à se nourrir. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté des Européens de financer une agriculture complètement folle, d'amener cette agriculture complètement folle et toxique sur les marchés africains et de détruire l'agriculture locale. On ne peut pas sortir, même au fin fond du Togo, on ne peut pas sortir un poulet à 1,50 €. On ne peut pas. Personne ne peut. La vie normale d'un poulet fait que, voilà. On ne peut pas avoir un poulet à 1,50 €. Par contre, un poulet européen qui coûte 12 ou 13 € à produire et qui va être subventionné avec 10 €, il est clair qu'il va être concurrentiel et il va détruire toute l'économie locale. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, d'autres faits qui ont été aussi importants, c'est que la colonisation européenne, elle a eu tendance à détruire les structures locales, c'est-à-dire éliminer les chefferies, imposer une administration centrale européenne et amener des pratiques médicales erronées, occidentales, et amener des modes de pensée, notamment l'hyperurbanisation auquel avait échappé l'Afrique. Donc, quand on parle, par exemple, il y a Maxime qui dit, Maxime, j'aime bien parce qu'il a tous les préjugés du petit blanc. Sa mère est une amorite, sans doute, mais il a tous les préjugés de base du petit blanc. Donc, pour moi, c'est un très bon spécimen parce que ça permet de corriger, parce que c'est une usine à conneries. Je suis désolé de te dire, Maxime est une usine à conneries. Voilà. Au Nigeria, ce qui est très peuplé, c'est les villes. Les campagnes, elles sont en phase de désertification. Donc, on a un phénomène qui est un phénomène d'hyperurbanisation sur le modèle occidental. C'est-à-dire que, avec l'agriculture industrielle occidentale qui est arrivée, on a ruiné les campagnes. À partir du moment où les campagnes sont ruinées et qu'on n'arrive pas à exporter les produits vers la ville, les ruraux viennent travailler en ville et on fait grossir les
les bas quartiers autour des centres-villes. Et dans ces bas quartiers, comme la population est dans une très mauvaise condition sanitaire et dans une très mauvaise condition alimentaire, et comme elle est coupée des plantes de la forêt, on a une explosion de la démographie. Mais cette explosion de la démographie, elle est compensée par une très forte mortalité. Parce que la mortalité, je sais Maxime, mais c'est intéressant, parce que là, tu es le candide. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de la natalité africaine, on devrait aussi la corriger avec la mortalité africaine. Et la mortalité africaine, elle est très haute. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on corrige natalité et mortalité, on voit qu'il y a une augmentation de la population en Afrique, mais c'est une augmentation de la population urbaine. Et c'est pas une augmentation de la population rurale. Et ça, c'est un très mauvais signe. C'est un très, très, très mauvais signe. On est rentré dans un processus, le même processus qui s'est passé en Angleterre, c'est-à-dire que les campagnes ne font plus vivre les gens, mais elles sont la propriété de grands propriétaires terriens qui investissent du capital et qui vont faire de l'agriculture industrielle. La population, la campagne est vidée de ses populations. La population est amenée en zone périurbaine dans laquelle elle vit dans des conditions dramatiques, coupées de la nature. Et là, on a une explosion de la natalité comme de la mortalité. Et ça, c'est le problème de l'Afrique. Ça a été le problème de l'Angleterre, ce qui explique la colonisation et ce qui est aussi en France. Par exemple, avec des villes comme Lyon, par exemple, etc. À chaque fois, la clé, c'est quand on n'a pas maintenu les populations à la campagne, c'est-à-dire qu'on s'est mis à faire du fric avec l'agriculture, et notamment, on a créé des marchés, on a commencé à spéculer sur les marchés alimentaires. C'est pour ça que dans l'Ancien Régime, en France, c'est une proposition qu'on a fait avec le ministre de l'économie au roi, c'est-à-dire que la nourriture doit être produite localement. Plus elle voyage, plus elle est taxée. Or, à l'heure actuelle, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que si vous achetez, par exemple, un ananas, si vous achetez, par exemple, un kiwi de Nouvelle-Zélande, qui a voyagé, qui vient de l'autre côté de la planète, il va recevoir plus de subventions et il va payer moins d'impôts qu'un kiwi qui est produit à côté de chez vous. Pourquoi? Parce que, pour l'exportation, il y a des stimulations de l'exportation, etc., etc. Il y a tout un mécanisme qui fait que, on finance les voyages de la nourriture. Alors, la nourriture qui voyage, c'est comme les gens qui voyagent. C'est fatigué. Et quand on veut des gens fatigués, des gens placides, on leur donne de la nourriture qui a voyagé. Tout simplement. Ici, au Brésil, si vous voulez vendre quelque chose, il faut mettre dessus importé. Donc, j'en ai joué sur ça. J'ai écrit une comédie, il y a 8 ans maintenant, qui s'appelle Importado, qui est une parodie de la civilisation, de la société brésilienne et des Français qui arrivent au Brésil. Je me suis bien amusé. C'est une pièce qui dure 1h45 sur plusieurs tableaux où je me fous de la gueule de la société brésilienne et surtout des Brésiliens qui reviennent de l'extérieur, notamment de France. Donc c'est toute une histoire de macumba, etc. Dormir debout, c'est chanter, c'est danser. Je l'ai joué plusieurs fois, ça a bien fait rire. Donc ça, c'est le plaisir des hommes riches. Moi, mon plaisir, j'avais rien que ça à foutre, c'est d'écrire une comédie, de jouer cette comédie sur le bord de ma piscine pour mes amis avec des personnages. 7 personnages, aussi bien des hommes que des femmes. Alors du coup, ça m'a fait une réputation de travesti. Mais bon, c'est comme ça. Quand Elie Kakou s'habille en Madame Sarfati ou en attaché de presse, il est l'attaché de presse et il est Madame Sarfati. D'ailleurs, je me suis beaucoup inspiré d'Elie Kakou, qui est pas du tout connu ici au Brésil. Voilà. Donc, je me suis retrouvé dans un article de journal en Algérie en disant Pascal Trefangui, c'est un homme qui s'habille en femme. Voilà. Vous voyez, des raccourcis dans la culture algérienne. Voilà. Donc, je vais avoir le droit, il couche avec un nègre qui lui défonce le cul, parce qu'en règle générale, c'est ce que j'entends derrière moi. Les gens se cachent à peine. Regarde ce vieux dégueulasse qui se fait sodomiser par son nègre. Voilà, je l'ai entendu il y a encore 15 jours. Voilà, moi, je laisse pas passer. Je me retourne, je vais dire pardon. Vous m'avez dit quoi, madame? Vous savez qui je suis? Répétez ce que vous venez de dire, madame. Répétez-le. Face caméra. Vous êtes agressif. Madame, c'est vous qui m'agressez, avec vos propos particulièrement insultants. Voilà. Donc, on peut pas se battre au quotidien contre les préjugés et l'imbécilité humaine, mais là, on voit aussi à quel point l'intelligence blanche est plus basse. Hein. Voilà. Il y a aussi, il y a aussi la panique du blanc. Il y a une panique génétique du blanc. C'est-à-dire que quand il y a une femme et qu'il y a des blancs et des noirs, instinctivement, parce que les noirs sont plus beaux, un meilleur système hormonal, sont en meilleure santé, etc., les femmes vont être tournées vers les noirs. Donc, quand on met des noirs et des petits blancs en
concurrence, si on enlève le côté de l'argent et du statut social, c'est vraiment en concurrence au niveau physique. Il est clair qu'une femme féconde, elle va aller vers un noir, elle va pas aller vers un blanc. Donc, il y a cette frustration aussi de la taille du pays, etc., qui rentre en compte parce que on a un comportement qui est instinctuel. Et le comportement instinctuel, eh bien, il porte à se reproduire avec une femme à se reproduire avec les plus beaux spécimens. Les plus beaux spécimens, ils sont africains, ils sont pas européens. Voilà. Ni asiatiques, ni chinois. Voilà. Par contre, quand on rentre des considérations d'argent, de statut social, de pouvoir, etc., eh bien, une fille de 18 ans peut trouver, russe, peut trouver très beau, vous êtes très beau, c'est un film avec un acteur français, une actrice russe ou roumaine. Voilà, c'est-à-dire que voilà, quand on veut sortir de la merde, ben, on trouve beau même un laidron. Voilà. Voilà. Et Erkan. Il suit ses instincts, voilà, comme les dames, voilà, et comme les hommes. Voilà. Donc, lorsqu'on investigue sur la question, il est très intéressant de voir que, eh bien, on est en sens inverse, comme toujours, de ce que nous dit en permanence la culture dominante, qui est une culture amorite. Donc, on va rentrer maintenant dans le cœur du débat. C'est qu'est-ce qui caractérise les cultures africaines des autres cultures. C'est-à-dire que les cultures traditionnelles africaines, est-ce qu'elles ont une caractéristique qui est différente, par exemple, de la culture tibétaine, de la culture celtique, de la culture méso-américaine, de la culture indienne? Eh bien non. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfinguy, Lama Kunzang, et aujourd'hui je fais un appel solennel aux forces françaises de l'intérieur et de l'extérieur en exil. On a toujours peur de dire un mot, de peur que ça soit mal interprété, on ne sait plus parler franchement. Aujourd'hui, dans le cadre du civil, des fois je suis confronté à des gens qui me disent « mais arrêtez de me parler avec agressivité ». Et je dis « je ne parle pas avec agressivité, je parle normalement, j'ai toujours parlé comme ça ». Donc je vous dis ce que je pense. Voilà, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, je vous dis ce que je pense. J'ai arpenté les contrées du monde pendant des années. L'histoire des hommes a besoin de protagonistes, volontaires. Aujourd'hui, je continue à sillonner la terre, faire ce pourquoi je suis fait, porter le fer, porter la paix, vivre. Je n'ai pas oublié d'où je venais. Je me prépare, jour après jour, sans relâche. Un outil tranchant, ça s'aiguise. Je veux être prêt à aller là où les autres ne vont pas. Car il faut bien qu'il y en ait. Je suis le 8. Mon cœur, il est à mes gars. Mon corps, il est à la France. Mais l'honneur, il est pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça Dieu. Dove vai? Cosa fai? Mai più nessuno ascolterà. Dove andrai? Che farai? Mai più nessuno parlerà. Dimmi tu che dire per far volare i sogni tuoi.
più, anche se non pensi a me. Il mio cuore vuole solo te. Sai dove vai, cosa fai, mai più nessuno capirà. Dove andrai, che farai, mai più nessuno aiuterà. La sera quando sono solo ripenso ai giorni con te. Mi manca il tuo sorriso, voglio solo te. Dimmi tu, che fare, dimmi tu, che dire, anche se non ci sei più. Il mio cuore vuole solo te. Anche se non ci sei più, il mio cuore vuole solo te. Cosa fai? Mai più nessuno ascolterà. Dove andrai? Che farai? Mai più nessuno parlerà. Dimmi tu, che dire, per far volare i sogni tuoi. Dimmi tu, che fare, dimmi tu, che dire. Anche se non ci sei più, anche se non pensi a me, il mio cuore vuole solo te. Sai dove vai, cosa fai, mai più nessuno capirà. Dove andrai, che farai, mai più nessuno aiuterà. La sera quando sono solo ripenso ai giorni con te. Mi manca il tuo sorriso, voglio solo te.
découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coup de bretonne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. 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 La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent, témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent, témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite?
心無形ゲ無形ゲコ無空不音に一切天道無足行で反散で小仏へ般若波羅蜜多孤独は六たら三脈三菩提高知般若波羅蜜多税大事修税大名修税無常修税無等度修道場一切空真実不公公説般若波羅蜜多修即説修圧ギャテギャテハラギャテハラソギャテボジソアカ般若心経説修圧ギャ